Bonjour à toutes et tous. Je vais continuer mon œuvre de démontage des pensées dominantes pour voir comment nous avons été contaminés dans nos têtes et pas seulement dans nos faits pour accepter des choses inacceptables en fait, pour nous soumettre à des situations discutables. Aujourd'hui, le sujet c'est le mérite, ce que nous appelons la méritocratie. La méritocratie, c'est ce système dans lequel, si tu travailles bien à l'école, tu vas réussir dans la vie. Aujourd'hui, si tu n'as pas de diplôme, tu vaux rien, tu n'arriveras à rien. Et donc le système éducatif devient vraiment la condition de la réussite sociale, parce qu'il est nécessaire d'avoir une réussite sociale déjà. Parce que être beau, être bon, n'est pas une réussite sociale. Il faut aussi être riche. Voilà. Donc le système nous explique que pour faire sa place au soleil, il faut gagner de l'argent. Donc on en revient toujours à cette condition-là qui est l'argent. L'argent qui doit faire marcher le monde. C'est la valeur principale. On ne peut pas réussir sans argent. Réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est pas la même chose. Et donc la bonne réussite, entre guillemets, c'est celle où vous gagnez beaucoup d'argent. Et pour gagner beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup d'études. Et donc il faut se soumettre au système scolaire. Et le système scolaire est un système de premiers de la classe, fait par les premiers de la classe pour des premiers de classe. Quand on voit qu'actuellement, les statistiques montrent que 50% en gros des élèves de primaire coincent, n'arrivent pas à rentrer dans ce système-là, sont imperméables à la rigidité de la stratégie de l'apprenant et du sachant. Le sachant déverse son savoir dans la tête de l'apprenant, qui doit fermer sa gueule et ouvrir grand ses oreilles et intégrer, enregistrer un savoir qu'il n'a pas découvert, mais qu'on lui apporte tout cuit. Donc ce système-là ne marche pas avec la moitié des enfants. Mais c'est pas grave, on doit y arriver, on doit y arriver. Et on ne remet pas en cause les fondements de l'école, on remet les principes fondamentaux de l'apprentissage à l'école, on remet en cause les enfants. Ces enfants sont pas bien, sont nuls, sont mauvais, sont des gens de rien. C'est eux les gens de rien. Ces gens qui ne sont rien. Voilà. Et donc, déjà, tout ce système scolaire est déjà conçu pour créer une élite de l'argent, parce qu'on retrouve ça évidemment à tous les étages. Il y a un fleurissement des écoles de commerce dans le supérieur privé, qui est une pompe à fric absolument fabuleuse, dans laquelle ne peuvent aller que les gens qui sont déjà riches et qui mettent leurs enfants qui seront riches, avant même d'avoir fait des études d'ailleurs, et qui le seront encore plus une fois qu'ils auront fait des études. Et donc tout ce système-là, ça s'appelle la méritocratie. Donc, dans ce fonctionnement méritocratique, on vous fait croire que si vous vous soumettez parfaitement au système éducatif et que vous avez des diplômes qui vous formatent à un certain type de société, vous êtes méritant. Et donc vous avez droit à votre petite place au soleil. Mais si vous ne marchez pas dans le système scolaire, vous n'avez plus aucune valeur. Vous n'êtes pas méritant. Vous ne méritez rien. C'est normal que vous deveniez pauvre, c'est normal que vous ayez des conditions de vie de merde, c'est normal que vous soyez des gens qui ne sont rien. Et vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Voilà, c'est ça la méritocratie.
Et c'est intéressant de voir comment ça s'origine, parce que ça s'origine à la Révolution française. On nous fait croire, justement, dans l'histoire, quand on nous fait des cours d'histoire, que la Révolution française est une révolution des petites gens contre les aristocrates, contre la noblesse et contre la royauté. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, à l'époque, il y a une roture riche. C'est-à-dire les roturiers, les non-aristocrates, sont tous les gens qui ne sont donc pas nobles. Il y a évidemment 99% de cette roture qui est pauvre, journaliers, ouvriers, et 1% qui sont les drapiers, les banquiers, qui ne sont pas nobles, mais qui sont riches. Et ce sont ces gens-là qui vont armer la populace pour prendre la Bastille. Et après, ce sont ces gens-là qui vont inventer l'Assemblée nationale, qui ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque, qui vont inventer beaucoup de choses, et notamment le système électoral censitaire, parce que censitaire, ça veut dire qu'il faut payer pour avoir le droit de voter. Donc qui peut voter? Les riches. Les gens qui ont de l'argent. Et les gens qui ont de l'argent prennent le pouvoir comme ça dès la Révolution française. Et ils l'assoient en mettant ça dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque l'article 1er stipule « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le message est clair, c'est l'article 1er. Les nobles sont-ils utiles à la société? Non. Ce sont les bourgeois qui, parce qu'ils détiennent les moyens de production, sont utiles à la communauté, au collectif, à la nation. Et donc les bourgeois prennent le pouvoir. Les bourgeois inventent le système de représentation à l'Assemblée nationale, donc il faut être élu pour pouvoir figurer à l'Assemblée nationale. Et donc déjà, pour être élu, il faut avoir de l'argent. Et au fil des décennies et même des siècles, malgré la Commune de Paris, malgré le Front populaire, malgré l'anarcho-syndicalisme, on arrive quand même au paroxysme de ce système-là aujourd'hui, où le gouvernement est dévoué à cette très grande bourgeoisie très riche, qui nous fait croire à la théorie du ruissellement, sauf que ça marche juste pas, puisque même l'INSEE reconnaît que pendant ces 15 dernières années, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en tout cas les riches ont vu leur richesse augmenter de... et les pauvres, les 10% les plus pauvres, se sont appauvris dans le même temps. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où le ruissellement ne marche absolument pas. Les riches s'enrichissent, bon après tout c'est dans l'ordre des choses, mais les pauvres s'appauvrissent. Ces pauvres qui sont des gens qui ne sont rien. Il y a un mépris absolument insupportable dans cette affaire. Mais je continue mon histoire. Parce qu'en 1948, à la sortie de la guerre, 147 pays votent la Déclaration universelle des droits humains. L'article 2 stipule que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Donc là, ouf, la notion de distinction sociale a disparu, la notion de mérite a disparu. Cette déclaration, cette formulation montre bien que chacun est considéré comme ayant une valeur intrinsèque, indépendante de ce qu'il est ou de ce qu'il fait, d'où il vient. L'article 25 de cette même déclaration précise même que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Et cet article-là est juste magnifique. Cet article-là reconnaît une valeur intrinsèque à chaque être humain. Chaque être humain, du simple fait d'être né, a droit à des conditions de vie dignes. Et par conséquence, c'est au collectif de s'assurer que ces conditions de vie dignes sont garanties et sont assurées à chacun. Donc ce que je trouve magnifique dans cette affaire-là, c'est que on n'a pas besoin de réinventer la Lune. Il suffit d'appliquer ce qui existe. Il suffit d'appliquer ce que la France a signé, comme 146 autres pays en 1948, et de le mettre en œuvre. Que le RSA ne garantit pas des conditions de vie dignes. Et là, on en arrive vraiment à la logique du revenu universel. Je mettrai en lien aussi ce que dit Bernard Friot sur le salaire à vie. C'est intéressant. Parce que Bernard Friot remet en question la notion de valeur travail. C'est quoi le travail? Dans la méritocratie, le travail, c'est se mettre au service du grand capital. La fierté de faire bien son travail. La fierté de contribuer à faire la prospérité d'une entreprise. C'est ça qu'on appelle la valeur travail aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. C'est une valeur travail qui est une idée dominante au service d'un capital. Alors on va peut-être plutôt parler de œuvrer plutôt que travailler. Et c'est ce que défend Bernard Friot. C'est-à-dire qu'il considère que nous avons droit à un salaire à vie à partir du moment où, même si on ne fait que méditer, mais en tout cas chaque action que nous faisons, quelque part est au service du collectif. Même si nous écrivons des poèmes. Parce que dans le système capitaliste, il n'y a pas trop de place pour la culture. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, pendant la Covid, pendant le confinement au printemps, c'est beaucoup la culture qui a perdu énormément. Mais forcément, ça ne rapporte rien. Hein. Donc, franchement, c'est pas important. Hein. Et donc, on est vraiment à la bascule d'un modèle de société qui a montré complètement ses limites. Et donc, réfléchir à comment œuvrer pour le collectif plutôt que de travailler pour quelqu'un. Vraiment réfléchir au sens qu'a notre travail, chacun là où nous sommes, au service de quoi nous sommes. Au service de quoi nous mettons notre intelligence, nos bras, notre courage, notre force. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour faire de la place dans nos têtes pour un autre monde. Merci.